production Binge Audio, évidemment. La gravité de la situation, c'est lorsqu'on est simplement un aidant et qu'on oublie de vivre pour soi-même. Il faut être très très vigilant vis-à-vis de ça. L'UNAFAM propose des formations pour les aidants pour mieux comprendre ce que sont ces troubles psychiques et donc mieux vivre avec la maladie de son proche. Nos rapports entre mon fils et moi, et même dans la famille élargie, s'en sont trouvés apaisés. Et donc j'invite les parents de malades et les proches à surtout ne pas rester seuls. Alors ma fille se comportait bien, avait été quand même assez stressée à chaque fois qu'il y avait des échéances de devoirs à rendre, d'examens. C'était compliqué pour elle de se préparer. Il y avait beaucoup de désordre dans sa chambre, mais comme elle était très intelligente, elle est toujours, elle a eu son bac de manière brillante, mention bien, mais on voyait toujours beaucoup d'inquiétude et une façon de travailler désordonnée tout à la fin. Mais ça fonctionnait bien. Par ce biais-là, elle a réussi, parce qu'elle est brillante, à passer tous ses examens et à réussir. C'est vraiment quelqu'un, elle a toujours adoré, même toute petite, dès 4-5 ans, elle adorait partir dormir chez des amis. De son anniversaire de 19 ans, il y avait je ne sais pas combien de personnes, ou 40, dans un bar où on avait été invités, on avait vu tout le monde. Donc, c'était pas du tout une enfant ou une jeune timide et solitaire. C'est toujours quelqu'un de très, très sympathique. Et comme elle avait eu d'excellents résultats, un très bon dossier scolaire, elle a été prise dans une excellente université qui n'était pas dans notre ville. Première année d'études, on a même été... on l'a vue, elle revenait régulièrement, tout se passait bien. Deuxième année d'études, il y a eu même un anniversaire qu'on a fêté là-bas. Elle nous avait invités avec des tas d'amis très sympathiques. Et puis, à la fin de cette deuxième année d'études, il y avait des examens à nouveau là à passer. Et là, une très, très, très grande anxiété. Et là, j'ai vu que son comportement se dégradait, qu'elle était de plus en plus inquiète, repliée sur elle-même. Je sais qu'il y avait un problème depuis une rupture amoureuse. Et ben, elle ne voyait plus d'amis et elle se renfermait beaucoup dans sa chambre. Je me suis vraiment inquiétée, au point, je disais à son père, mais il ne faut pas qu'elle retourne là-bas parce qu'elle ne va vraiment pas bien. Et j'étais très affolée, mais elle voulait absolument. Donc on s'est dit, ok, elle y va. C'était pas normal, au point, on en discutait avec mon mari, son père, et on disait, mais c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe ? Alors après, on s'est dit, faut lui faire confiance, mais on lui a dit, écoute, vraiment, tu vas pas bien du tout, donc ce serait bien quand même que si tu vas là-bas, tu demandes à aller voir un médecin, donc un médecin psychiatre qui puisse t'accompagner, quoi. Et elle était d'accord. Le problème, c'est que le psychiatre en question était très mauvais. Je suis désolée de le dire, parce que depuis, il y a eu de très bons soins, mais la médecine, c'est pas une science, c'est un art. Et je pense qu'il y a de bons artistes et de très mauvais artistes. Donc, en fait, les soins qu'elle a eus en voyant régulièrement ce psychiatre finalement n'étaient pas du tout les bons, et ça a empiré la situation, c'est aggravé, quoi. Elle s'est mise à parler de plus en plus de sujets obsessionnels, donc ça tournait un peu en boucle sur certains sujets, quoi. Elle était passionnée par certains types d'oiseaux qu'elle avait vus sur Internet, parce qu'elle est toujours passionnée pour la faune animalière, qui n'avait rien à voir avec ses études, mais c'était un hobby.
Et elle s'est mise à parler de manière obsessionnelle de certains types d'oiseaux de la forêt amazonienne. Ça peut faire rire quand on le rapporte, mais en fait, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant d'entendre son enfant qui se met à parler en boucle d'un sujet certainement intéressant, parce qu'elle a des connaissances encyclopédiques, mais qui n'était pas le sujet de ses études d'abord, et qui en plus était fait de manière anormale. Donc c'était de plus en plus inquiétant. Donc on a même fait ce qui est très interdit, paraît-il. On a appelé le psychiatre qui nous a dit oui, je sais, mais votre fille, oui, c'est vrai, mais c'est un dur passage. Comment il avait dit ça, le psychiatre? C'est un moment difficile, le passage à l'âge adulte. Voilà. Donc il l'avait analysé comme une sorte de grosse crise, pas d'adolescence, mais d'arrivée dans plus que l'adolescence, de passage à la vie d'adulte. Et comme on voyait que, elle était très assidue à aller voir ce psychiatre, on s'est dit, ça va aller mieux, et puis au fur et à mesure, mais non, pas du tout. Et moi, j'en avais des crises de larmes, quoi, parce que je voyais ma fille, je l'écoutais et j'entendais dans un état qui était très, très inquiétant. On a eu un jour l'appel de la mère de son colocataire avec qui elle vivait, qui m'a appelée en me disant je vous appelle parce que vraiment son colocataire me dit qu'elle ne va pas bien du tout, donc je voulais vous avertir. Et moi je lui réponds oui, je sais, mais vous savez, elle voit un psychiatre qui nous dit que c'est une dépression et un dur passage dans la vie adulte. Et à ce moment-là, j'entends la voix de la maman qui me dit « Mais vous êtes sûre que ce n'est qu'une dépression ?» Et là, j'ai vraiment senti comme une coulée de suée glacée vraiment le long de ma colonne vertébrale, parce que je voyais bien, moi, que c'était pas qu'une dépression, c'était pire. Quand on a une personne qui se met à parler en boucle du même sujet, ça va pas du tout. Et donc, cette mère a conforté ce que je pensais. Je pense que le colocataire avait aussi peur. Et à un moment, donc, elle a arrêté d'aller en cours, elle nous l'a dit, et elle s'est allongée sur son lit avec l'ordinateur sur le ventre et uniquement obsessionnelle sur cette histoire d'oiseaux de jungle amazonienne. Donc, avec mon mari, on est allé la chercher. C'était à Pâques. On a réussi à la convaincre de quitter ce logement et de revenir avec nous. Et là, la pauvre, elle était en situation, ce que maintenant j'ai appris, d'incurie. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à se laver, à se tenir propre. Et c'était très impressionnant. Donc, on a ramené une jeune fille qui était un peu une clocharde, quoi. C'était terrible. Moi, ça donne beaucoup ces maladies. On voit que ça cloche, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Ça produit quand même... Pour moi, ça a produit beaucoup de larmes. Moi qui dors extrêmement bien, ça a produit des insomnies. La seule fois où j'ai pas dormi, c'est après avoir mis au monde chacun de mes enfants. Donc, c'était une situation exceptionnelle. Et pareil, là. Et puis, ça a produit chez moi beaucoup d'anxiété. Je me suis mise à être anxieuse, quoi. Ce qui n'est pas le cas. C'est pas ma nature d'être anxieuse. Je peux être assez nerveuse, mais je suis pas anxieuse. Plutôt... Ma mère m'appelait Mademoiselle Bontemps quand j'étais petite, quoi. Plutôt une joie de vivre, c'est plutôt ma caractéristique, quoi. C'était vraiment mon petit surnom en famille. Donc, je suis devenue très anxieuse et puis je me mettais à pleurer, alors, d'une manière complètement inattendue, quoi. Donc, j'étais plutôt cadre dans une entreprise, à diriger une équipe et paf, des larmes qui sortent comme ça. C'était quand même le signe que j'étais très mal. Et ça a été... Ça, c'est le fait que quand on voit son enfant qui déraille, on se dit qu'il devient fou. Hein. Je crois que son enfant, ma fille est en train de devenir folle. C'est horrible, quoi. Ça fait horriblement peur. Elle est arrivée chez nous et puis ça allait de mal en pis, hein, puisque c'était très difficile qu'elle sorte de sa chambre, qu'elle se lave. C'était
La seule chose qui nous aidait, c'est qu'elle aimait bien, elle était gourmande, donc moi, j'ai jamais autant cuisiné des petits plats qu'elle aimait pour qu'après, avec nous, mais elle se renfermait tout de suite, c'était très difficile. Et, euh, et là, et ce fameux psychiatre qui n'arrangeait rien du tout, puisqu'elle allait de plus en plus mal, elle parlait de manière de plus en plus obsessionnelle de ces animaux de la jungle amazonienne et de rien d'autre. Donc là, j'ai eu tout d'un coup l'idée que j'allais contacter une collègue de travail dont je savais que le fils avait des troubles psychiques chroniques. Je lui ai demandé qu'on déjeune ensemble et j'ai pris un prétexte de sujet professionnel. Et je lui ai dit, ouais, mais c'est bien qu'on se retrouve dans un petit resto. Et en fait, moi, je travaillais dans une entreprise où il y avait de l'open space et des grandes cantines. Et là, on a quitté et on est allé dans une petite rue adjacente, dans un petit resto chinois, dans une arrière-salle. Et là, dans ce petit resto chinois en arrière-salle, où on était deux, j'ai commencé à lui dire que ma fille allait pas bien. Et je trouvais que c'est de plus en plus bizarre. Et j'ai fondu en larmes, ce qui m'a surpris moi-même. J'étais pas venue pour ça. J'étais venue pour chercher des explications ou de l'aide, parce que je savais que son fils avait des troubles. Donc elle allait m'aider à comment agir, comment me comporter. Et cette façon de totalement sombrer dans la flaque d'eau, j'arrivais plus à parler et ne faire que pleurer, m'a moi-même surprise. C'est une espèce de vanne qu'on a ouverte en moi, qui s'est ouverte en moi, que je n'avais pas du tout préparée. Donc j'avais pu... Mais vraiment comme une flaque d'eau, quoi. Donc en fait, on se rend compte qu'on accumule pendant des semaines et des mois un stress énorme qu'on tient. Et là, j'ai commencé à ouvrir les vannes, tout est à lâcher. Et... elle m'a écoutée avec beaucoup d'attention, beaucoup d'empathie. Et à ce moment-là, elle m'a dit « Va à l'UNAFAM ». Alors l'UNAFAM, ça s'appelle l'Union nationale des amis et familles de personnes malades ou handicapées psychiques, et qui aide les familles par l'écoute, l'entraide. C'est constitué de familles elles-mêmes qui ont toute cette expérience, à comprendre ce que c'est que la maladie, à comprendre ensuite ce que c'est que les soins en psychiatrie, et puis à serrer les coudes pour tenir bon. On a pris un café, puis je suis allée à une réunion assez vite, et là, je trouvais qu'ils étaient cool, quoi. Alors que c'est méga stress quand même de vivre ça chez soi, dans sa famille. Je me dis, mais c'est génial, ces gens sont cool. Ils ont tous quelqu'un dans leur famille qui a un trouble psychique sévère. Comme a dit un adhérent comme moi, on n'a pas choisi d'être dans ce club, mais ce qui est bien, c'est que c'est un club. Et j'ai trouvé un livret très bien fait qui présente les principaux troubles psychiques répertoriés, assez graves. Et à chaque fois que je lisais, je me disais, mais c'est ça, mais non, ça peut être ça. Enfin, je sentais que je touchais juste. Et donc, j'avais à la fois un soulagement en me disant, mais c'est moi qui ai raison, c'est pas ce psychiatre ridicule qui nous parle d'entrer dans l'âge adulte. Et en même temps, j'étais prise d'effroi, quoi. Donc, en même temps, le soulagement, oui, il y a bien quelque chose, j'avais raison. En même temps, mais c'est terrible s'il y a une maladie. Alors, on comprend rien du tout. Il n'y a pas de prise de sang et il n'y a pas de... il n'y a pas de radio et il n'y a pas de scanner. Donc, toutes les maladies graves, il y a des prises de sang, des radios et des scanners. Là, il n'y a rien. Donc, on ne comprend rien. Donc, l'intérêt de l'UNAFAM, c'est qu'il vous explique comment sont organisés les soins en psychiatrie. Il y a des formations faites pour ça. Et puis, il y a des conférences où sont invités des psychiatres qui vous expliquent aussi comment ils travaillent. Donc, on comprend, parce que moi, ma fille, elle est majeure, donc elle nous dit ce qu'elle veut. Si elle veut pas me dire si elle va chez le psychiatre ou non, ce qui s'y passe, moi, je sais pas. Donc, l'intérêt, c'est de savoir ce qui s'y passe par des conférences où là, les psychiatres vont vous expliquer comment ils travaillent avec leurs patients.
y a un moment où ma fille s'est mise à vraiment délirer et à avoir une attitude violente. Et donc, j'ai eu la bonne attitude grâce à l'UNAFAM. J'avais tout le mode d'emploi sur le petit guide. Donc, je savais qu'en cas d'énervement et de crise, il ne fallait surtout pas regarder la personne dans les yeux. Il fallait avoir son sac et le nécessaire pas loin et partir et aller chercher de l'aide, appeler la police. Et là, j'ai été beaucoup aidée par une ligne aussi d'écoute où la personne m'a dit allez à la police et dis qu'il faut qu'ils viennent chercher votre proche parce que s'ils ne viennent pas, c'est non-assistance à personne en danger. Et pour lui et pour moi. Et donc j'ai tenu bon parce qu'évidemment au début la police il ne voulait pas. Et donc j'ai eu ce dialogue un peu serré, mais j'étais avec mon portable en ligne et je disais au planton là, qui était là, si vous n'envoyez personne, je porte plainte pour non-assistance à personne en danger, c'est ce qu'on vient de me dire au téléphone. Et donc j'ai vu arriver 2 officiers de police en civil et eux étaient remarquables. Ils n'étaient pas en uniforme, mais ils ont mis leur brassard de policier. Et à ce moment-là, ma fille a dit qu'elle était d'accord pour parler avec eux, mais pas avec moi. Et au bout de 45 minutes, ça a duré longtemps. Ils m'ont dit, écoutez, votre fille est d'accord pour qu'on l'emmène à l'hôpital, mais sans vous. Et je dis, très bien. Et donc, voilà, elle est partie dans la voiture de police avec des officiers en civil. Donc tout était vraiment... Moi, je trouve ça remarquable. On dit souvent qu'il y a des choses traumatisantes qui se jettent sur la personne, qui lui mettent les menottes. Pas du tout. On m'a appelée de cet hôpital en disant votre fille dit un petit peu n'importe quoi. Je dis enfin, quelqu'un qui dit qu'elle dit n'importe quoi. Pas un psychiatre qui m'explique qu'elle a une difficile entrée dans l'âge adulte. Je dis oui, je sais. Ça serait peut-être bien que vous veniez parce que je pense qu'elle a besoin d'être hospitalisée. C'est à vous de signer parce qu'elle n'est pas en état de comprendre qu'elle a besoin d'être hospitalisée. Je dis pas de problème. Et là, c'était loin, mais je suis partie avec les transports en commun. Je ne l'ai pas vue, j'ai signé, et bon, j'étais en larmes évidemment quand j'ai signé la demande d'hospitalisation de ma fille sans consentement. Mais il y avait une infirmière absolument délicieuse qui m'a dit « Mais madame, c'est pour son bien. » Voilà. Et puis après, je marchais dans la rue, j'étais comme sonnée, groggy. J'ai dit que je ne souhaitais pas la voir et le soulagement, c'est que j'avais bien raison et que le drame, c'est que voilà, j'étais tombée sur un très très mauvais médecin de ville qui n'avait rien vu et qui a très mal réagi, qui n'a pas prodigué les bons soins. Et donc après, voilà, on m'a expliqué que ma fille avait ce qu'on faisait un épisode psychotique et qu'il allait avoir des médicaments et des thérapies mises en place pour l'accompagner, l'aider et dans cet épisode. Moi, si j'avais pas eu l'UNAFAM, je crois que j'aurais pas mal sombré parce que on peut pas parler à son travail et dire ma fille elle est allongée sur un lit dans toute la journée, c'est très stigmatisant, donc on n'a pas de lieu. Et l'UNAFAM, c'était un lieu où j'ai pu en parler et on a pu m'écouter sans jugement. Parce que quand vous dites à quelqu'un que votre proche il est allongé sur son lit et il fait rien, on vous dit ah bon, mais tu pourrais pas aller le secouer un peu ou tu es sûr que tu le gâtes pas trop, faudrait lui expliquer la vie. Enfin bon, que des conseils absurdes parce que quand on se remet d'un épisode psychotique, c'est long, c'est un orage sur le cerveau. Donc c'est long de se remettre à reprendre sa vie en main. Donc on peut pas en parler parce que des gens vous donnent des conseils stupides ou vous jugent en disant que vous faites pas bien les choses. Il y a beaucoup de divorces. D'ailleurs, moi, au début, ça c'est un truc que j'ai pas continué à l'UNAFAM. Je faisais partie d'un groupe de parole de parents. Ils annonçaient tous leur divorce ou leur séparation
les uns derrière les autres. Donc moi, je me dis, je veux plus être dans ce groupe parce qu'effectivement, ça tangue. C'est très difficile. Mais moi, j'avais pas envie d'ajouter du malheur au malheur. Donc, ce que je peux dire avec le recul, c'est qu'en fait, la maladie psychiatrique, psychique grave, ça produit de son enfant. Pour le couple, c'est très très dur. On souffre pas de la même façon parce qu'on est deux êtres différents et donc ça remet en évidence à quel point on est différents. Par exemple, moi je suis d'une nature expansive, donc je vais avoir des pleurs ou de l'énervement dû à l'anxiété et mon conjoint ça va être l'inverse, le stress va le rendre silencieux et replié sur lui-même. Alors, vous voyez, c'est quand même à l'opposé. Donc c'est vraiment beaucoup de turbulences pour le couple. Et puis après, faut voir comment retrouver le cap ensemble. Ça passe par le dialogue. Après quelques jours, on a eu la permission de voir notre fille, mon mari et moi. Et là, déjà, c'était formidable. Le médicament avait fait énormément d'effets et dans un environnement sécurisé, même si c'est dur, l'hôpital, en fait, c'était fantastique, quoi. Déjà, j'ai retrouvé ma fille. Ce n'était plus elle, c'était la maladie, l'avait complètement aliénée, c'était plus elle, et là, c'était elle. Donc, c'était un immense joie et donc un immense soulagement de voir que d'emblée, ma fille, avec un traitement, allait mieux, quoi. Et ensuite, des très bons soins, c'est-à-dire qu'il y a des permissions. D'abord, on y vient, et puis ensuite, la personne a le droit de sortir, de revenir un week-end, et on voit comment ça se passe, on revient. Donc, une fois que les bons soins étaient là, quand même beaucoup de soulagement. Mais ensuite, c'est pas simple. C'est-à-dire que quand la personne sort de l'hôpital, c'était, en l'occurrence pour elle, que ça fonctionnait comme ça. C'était un milieu quand même assez protecteur, protégé. Et en sortant, elle a pas mal replongé non plus dans un délire ou de la violence parce qu'il y avait le traitement, mais dans une posture de repli. Et à ce moment-là, j'ai à nouveau appelé l'UNAFAM, un service téléphonique, qui m'ont expliqué que voilà, quand on avait un épisode psychotique, c'était long de s'en remettre et qu'il fallait que je sois patiente. Parce que là, moi, j'ai eu un deuxième choc. Je me suis dit que puisqu'elle avait été à l'hôpital, ça a duré 6 semaines, et comme quand on est soigné, par exemple, pour un gros problème, une opération, on sort, on va bien. Et non, pas du tout. On sort, on va pas bien. C'est un long chemin, le rétablissement d'une maladie psychique. Et ça, je ne savais pas. Donc ça a été le deuxième choc, quoi. Le premier choc, ma fille déraille. Et le deuxième choc, mais elle est toujours malade. Aujourd'hui, 7 ans après, ma fille est vraiment rétablie. Il va bien, il travaille, il est parti vivre en colocation, donc je me sens bien, mais je me rends compte que c'est un chemin qui ne se compte pas ni en semaines ni en mois, c'est très long. Donc pour m'aider, je me suis mise au yoga avec des amis, donc ça vraiment, j'adore ça. Et on a pris avec mon mari un petit chien. Ça semble ridicule, mais j'étais prête à tout faire pour que ma fille aille mieux. Elle m'a dit, mais tu sais, un animal, c'est très bien, etc. Puis en fait, c'est pour nous que c'était très bien, mais je crois que ça a été fructueux aussi d'avoir une jolie petite chienne très joyeuse avec laquelle on se promène. C'est super. Et donc, ça fait aussi un exutoire, quoi. Tout le monde se met à caresser le chien, à parler du chien. On parle d'autre chose, parce que le problème d'une maladie comme ça, c'est qu'elle peut envahir beaucoup votre vie familiale et ça devient le seul sujet de conversation. Donc parler d'un petit chien, c'est sympa, quoi. C'est maintenant que ma fille a trouvé du travail et a quitté la maison, a retrouvé des amis, que l'anxiété a disparu. Et maintenant c'est fini, mais je me promène un peu, je ressemble à un petit personnage de BD qui a, vous savez, le petit nuage noir au-dessus de la tête. Je me balade de case en case avec mon petit nuage noir au-dessus de ma tête.
Oui, parce que je sais que même si elle est rétablie, qu'elle va bien, elle vit avec une fragilité, donc elle en a conscience, mais il y a un risque. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Anton Stolper. Réalisation, Paul Berthiaud. Production, Naomi Titi. Coordination éditoriale, David Carzon. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse aprèslapluie@binge.audio ou sur le compte @aprèslapluie podcast sur Instagram.